Alors, bonjour et bienvenue sur cette première balado de Québecor ID. Je me présente, Jean-Sébastien Prénovo, directeur des solutions d'audience et de programmatique pour Québecor et Québecor ID. Donc, ce matin, on reçoit avec nous nul autre que Guillaume Bouchard, donc président de Contextful. Alors, Contextful est une entreprise start-up en technologie publicitaire avec laquelle Québecor est fier de s'associer pour le lancement de son produit de ciblage par réceptivité. Donc, d'entrée de jeu, je te demanderais peut-être, Guillaume, de te présenter et de nous parler de toi, d'où tu viens, pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre ton parcours. Ben oui, écoute, j'ai fait le HEC Montréal. J'ai gradué, puis on a lancé une entreprise à l'époque qui était le dernier projet que je faisais à l'école qui s'appelait NVI, qui était une agence de marketing numérique là, en 2005. Puis j'ai vraiment eu la piqûre pour justement le marketing numérique. Puis c'est une agence que j'ai grandi jusqu'à une centaine de personnes qu'on a vendu au groupe Dentsu Aegis Network en 2013. Puis moi, je suis resté en poste les 5 années suivantes. Fait que j'ai eu 13 années à la tête d'une des plus grandes firmes de marketing numérique au Canada. Puis j'avais envie, à la place d'avoir une business de service national, d'avoir une business de produits à l'échelle internationale. Puis c'est ça qui m'a fait basculer vers Contextful. Contextful est issu d'un un incubateur technologique à Montréal qui s'appelle Tandem Launch. Puis en gros, moi, j'ai vu ça comme une opportunité de faire 5 années de start-up en une seule, d'aller beaucoup plus rapidement puis lancer ce produit-là. Puis ça fait 2 ans que je travaille très fort là-dessus avec l'équipe qui était là 1 année avant moi. Puis là, depuis quelques mois, on a débuté la commercialisation. Puis on est vraiment excités avec ce qui s'en vient. Super. Écoute, c'est super intéressant de t'entendre parler d'incubation, de start-up. Je serais curieux de t'entendre sur ton expérience, peut-être, qui entoure toutes les rondes de financement, le développement de produits, le saut dans le vide face à quelque chose qui a de la valeur, mais qui n'est pas encore commercialisé nécessairement, puis que les revenus probablement tardent à venir. Peux-tu me parler un peu de ton expérience par rapport à ça? Ouais, ben dans le fond, l'incubateur a été un rôle clé pour prendre un peu un mélange de technologies, avoir assez d'argent pour arriver à un prototypage. Fait que ça a été vraiment utile. Dans le cas de Tandem Launch, ils fournissent 800 000 $, puis ils mettent un PhD puis quelqu'un business ensemble. Puis moi, j'ai été parachuté dans ça quand ça faisait 1 an et demi à peu près qu'ils travaillaient sur le prototype. Fait que tout ça a été vraiment le fun que il y a un incubateur qui donne une chance à de la deep tech de prendre place. Le financement, par exemple, ça a été très compliqué, disons, de sortir de l'incubateur. Au Québec, par exemple, il y a peu de fonds d'investissement en seed, puis ceux qui le font ont souvent des thèses. Puis dans notre cas, le AdTech, c'est pas nécessairement la chose la plus populaire, si on veut, pour les VC. Alors, ça a été quelque chose que je pensais qu'il me prendrait 6 mois, finalement, a pris environ 1 année. Pour se clore de façon très positive, là, avec un financement de 2 millions. Mais j'ai quand même été impressionné. J'ai quand même été surpris du fait que je sortais d'une autre entreprise où est-ce que j'avais été là pendant une quinzaine d'années, qu'on avait eu une sortie vraiment successful. J'ai été surpris de la difficulté. Fait que c'est sûr que moi, ça m'a levé un petit peu un souci sur le futur pour les entrepreneurs. Tu sais, j'ai réussi à lever cette ronde-là avec un succès déjà dans le passé, puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et je me suis imaginé le jeune entrepreneur que j'étais il y a peut-être 10-12 ans qui aurait eu une idée techno. Je pense que ça aurait été très, très, très difficile parce qu'il regarde énormément ton bagage pour faire l'investissement en plus de l'industrie dans laquelle tu étais. Fait que c'est beaucoup de learning que j'ai fait. Moi, j'avais jamais levé de financement. J'avais déjà vendu une entreprise. Mais ça, j'ai trouvé ça difficile. Je pense qu'au Québec, on a besoin vraiment de redoubler d'ardeur à encourager nos jeunes inventeurs, nos jeunes entrepreneurs qui ont des idées qui vont... oui, ça peut être du service, mais qui ont des idées aussi là, sur les produits. Super. Là, tu me parlais de ton jumelage avec un PhD, donc ton collègue, j'imagine, Alexandre. Est-ce que c'est lui qui est venu avec l'idée de travailler la donnée initiale qui va donner le produit que Contextful va commercialiser, ou c'est conjointement que vous avez travaillé ça ensemble? Parle-moi d'où est venue cette idée-là. Oui, je vais parler de Tandem Launch parce que je pense que c'est ça qui l'explique le mieux. Tandem Launch fournit, moi, ce que j'appelle un triple tandem. Le premier tandem, c'est qu'ils ont un Technology Transfer Office, fait qu'ils ont une expertise
puis un partenariat avec 500 universités américaines, européennes, asiatiques, où est-ce qu'ils regardent pour des brevets, puis développent des espèces de thèses sur lesquelles ils pourraient avoir de l'avancement dans certaines industries. Ça a été la première étape. La deuxième, Alexandre a été matché avec mon troisième partner qui s'appelle Benoît. Ces deux-là, ensemble, pendant un an et demi, ont essayé de développer le fameux prototype. Après avoir étudié 1001 brevets, ont fait un choix sur une zone d'expertise, qui était dans notre cas les senseurs qui sont présents dans les téléphones et qui génèrent pas de données privées. Puis après ça, la troisième étape, c'est de matcher, si on veut, ces deux personnes-là, ces deux entrepreneurs en résidence-là, avec un CEO qui a déjà eu de l'expérience. C'est là que moi, je suis venu en jeu, si on veut, en début 2018. Puis là, ils sont arrivés, puis ça, c'était très drôle, ils sont arrivés avec le produit. Ils m'ont dit, ça fait déjà 2 pivots qu'on fait avec les données sensorielles. Puis, on prenait une bière après un CDL à Toronto. Puis, ça avait pas bien été au Creative Destruction Lab. Ils s'étaient fait sortir de la cohorte, mais ils ont eu l'idée de faire de la pub. Fait que quand ils m'ont rencontré, ils m'ont vraiment dit, « Hey, on a un produit, ça utilise les sensors, on veut faire ça en pub. » Moi, je les ai regardés parce que je venais de là depuis 15 ans, puis j'ai dit, « OK, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous connaissez de la programmatique? » Puis là, la réponse, ça a été rien du tout. Fait que là, je suis parti à rire, puis la collaboration a commencé à ce moment-là. Fait que là, moi, j'ai amené tout mon bagage d'avoir été une agence, d'avoir acheté du média, puis eux avaient le background de comprendre vraiment bien la techno. La première année, ça a juste été de faire du sens avec où est-ce que ça peut jouer cette techno-là, dans quel contexte. Puis l'étape d'après, après ça, ça a été de démontrer s'il y avait une corrélation avec une certaine valeur. OK, je comprends. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment cette collaboration-là est née. C'est vraiment issu je pense, d'un peu d'un fruit du hasard mixé à de l'intelligence puis une espèce d'instinct d'avoir tout ça ensemble. Puis peut-être pour rajouter là-dessus une chose vraiment particulière que moi j'ai trouvé, c'est que tu sais, souvent les incubateurs technologiques, soyons honnêtes, c'est souvent une technologie qui cherche un marché, même si ça a été réfléchi au début, même si on s'en va dans une expertise qu'on pense qu'il y a des débouchés dans X, Y, Z industrie, bien souvent, effectivement, le hasard vient y jouer quelque chose. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on aurait pu penser au début. Puis je pense que l'innovation qu'on amène dans l'industrie du AdTech est vraiment une grande innovation, puis elle n'a pas été pensée par les gens de la pub. Puis c'est un peu ça que moi je trouve un peu la beauté là, de cette innovation technologique-là, c'est que ça n'aurait pas pu venir vraiment du milieu de la pub parce que c'était pas quelque chose que la pub regardait, par exemple, les senseurs présents dans les téléphones. Le GPS, oui, pour tracer les gens, mais pas les senseurs à savoir si tu tiens ton appareil dans tes mains, par exemple. Oui, tout à fait. Puis parlons-en justement de la technologie. Je pense qu'on peut on peut en parler un peu plus largement. Donc, ça vient tout juste d'être lancé dans le marché. Donc on en parle ce matin ensemble. Puis j'aimerais qu'on parle un peu plus de ce qu'est la réceptivité, puis comment que ça peut aider les entreprises québécoises et internationales à faire de meilleurs investissements publicitaires et à améliorer leur performance. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ça dans tes mots, c'est quoi la réceptivité, comment c'est atteint, puis comment vous déterminez vos scores de réceptivité? Ouais. Fait que je vais expliquer la réceptivité, puis après ça, je vais expliquer dans quel contexte ça peut être utile. Mais la plus grande prémisse, c'est qu'on ne sait jamais depuis qu'on est sur des mobiles, on ne sait jamais si un usager est vraiment engagé avec son téléphone quand on lui affiche la pub. Puis des fois, on ne sait pas si l'usager est un humain ou un robot. Fait qu'avec ces deux prémisses-là, nous, notre objectif, ça a été de dire, on peut-tu développer des modules de machine learning qui sont tous brevetés, qui nous permettent de comprendre le contexte humain. Alors, les 4 premiers modules qu'on a développés, c'est un module qui permet de savoir si un humain tient son appareil dans ses mains. Le deuxième module, c'est est-ce que l'humain est focusé sur son appareil. Fait que selon sa physionomie, comment il se tient, est-ce qu'il est en train de regarder l'appareil? Toujours sans utiliser de caméra, là, c'est tout le temps été notre prémisse. Le troisième module, c'est est-ce que l'appareil bouge à une vitesse en hertz qui fait que l'œil est capable de lire sur l'appareil en ce moment. Fait que si vous êtes en train de courir, c'est à peu près impossible que vous êtes capable de lire l'appareil, par exemple, même si vous étiez en train de tenir votre appareil. Puis le dernier module, c'est de savoir dans quelle posture vous êtes. Êtes-vous dans une posture confortable pour être attentif, réceptif, ou vous êtes plus dans le métro en train de vous faire brasser un peu partout? Fait que dans le fond,
la combinaison de ces 4 modules-là, avec une certaine pondération, puis une certaine analyse corrélée avec de la performance, plus de conversion, plus de brand recall, c'est ça qu'on a créé, le fameux score de réceptivité. Fait que pour vous donner peut-être une image, un score de réceptivité de 80, c'est un humain qui est peut-être assis sur une chaise, qui bouge pas trop, qui tient son appareil dans ses mains puis qui est en train de le regarder. Un score de réceptivité de 15, c'est peut-être c'est peut-être un appareil qui est sur la table, qui est pas pris dans une main, qu'on sait pas si l'être humain est en train de le regarder, puis qu'il y a une petite vibration, fait qu'on pourrait deviner que peut-être il est déposé sur un banc d'autobus, par exemple. Fait que, être capable d'aller chercher cette information-là, c'était la clé. On va la chercher en quelques centaines de millisecondes, puis on est capable de fournir cette réponse-là en temps réel et de prendre action sur, dans le fond, dans le cas d'un Québécois ou d'autres publishers, sur tout l'achat programmatique, afin de permettre vraiment au consommateur, qui est l'annonceur ou l'agence qui représente l'annonceur, d'acheter des impressions publicitaires où est-ce que l'usager est très engagé, très réceptif au contenu puis à la publicité qui va lui être affichée. Super intéressant. On parle beaucoup, en lien avec ça, on parle de contexte beaucoup ces jours-ci, ces mois-ci, depuis que, finalement, la mort du cookie arrive avec une date précise, là, selon Google Chrome, puis le Privacy Sandbox qui a été annoncé, donc 2022, sans mettre la mort du cookie. Donc, avec la mort du cookie, beaucoup de capacités réduites en termes de ciblage publicitaire numérique pour les annonceurs, beaucoup de capacités réduites aussi de mesures de performance, parce que souvent, les mesures de conversion sont basées sur le dépôt d'un cookie. Donc, il y aura beaucoup de challenges dans cette industrie-là dans les prochains mois, les prochaines années pour réussir à continuer de faire du marketing de performance, continuer de comprendre les consommateurs. Là, ce que j'entends, c'est que tu me dis, moi, ce que je déploie, ce que je développe présentement avec mon entreprise, c'est pas du tout en lien avec ça, puis ça va probablement venir aider à supporter les entreprises à cibler les gens autrement que par le dépôt d'un cookie. Exact. Dans le fond, la solution ne fonctionne pas sur des cookies. C'est un petit JavaScript là, qui vient chercher l'information brute des senseurs non privés. À l'intérieur des applications, on a un accès, si on veut, total à ces genres de senseurs-là. Ils ne représentent pas de danger là, pour le consommateur, si on veut. Puis dans le web, c'est disponible via HTML5. On peut aller chercher cette information-là aussi. Ce que moi, je trouve intéressant, c'est que c'est une donnée qui devient une donnée propriétaire, si on veut, pour le publisher. Mais aussi, l'annonceur qui a fait un achat peut aussi garder cette donnée-là pour des campagnes subséquentes. Fait que ça va survivre, dans le fond, la mort des cookies. Puis ça permet de donner une idée au moment zéro si l'usager est réceptif. Puis tu sais, dans un contexte actuel, ou mettons passé, là, il y a 2-3 ans, où est-ce qu'on savait exactement la personne à peu près, elle était où, elle faisait quoi, elle avait fait quoi depuis 30 jours, je pense qu'il y avait une pertinence de savoir si elle était réceptive à ce moment-là. Dans un avenir, dans 2-3 ans, où est-ce qu'on n'a aucune idée de son historique, ça devient encore plus important d'être certain que l'impression publicitaire qu'on a entre les mains, c'est quelqu'un de réceptif, c'est un vrai humain, c'est pas un robot, c'est pas un mauvais clic sur avec nos gros doigts. Fait que c'est vraiment ça que ça vient adresser. Puis comme ça a un côté instantané, je fais souvent une comparaison avec la viewability, qui est souvent comparée souvent comparé comme solution. La viewability, la beauté, c'est que ça démontre c'est quoi la moyenne des publicités qui sont visibles pour tout publisher. Le problème, c'est qu'en tant qu'annonceur, si je sais par exemple qu'il y a 60% de viewability pour un site, mais j'achète quand même 100% de l'inventaire publicitaire. Fait qu'il y a 40% qui n'auront jamais vu ma pub, mais j'en tiens compte dans le prix de mon achat. La beauté avec notre produit, c'est comme il peut agir au moment zéro, l'annonceur peut se ramasser à dire non, je les veux plus, ces 40%-là de gens qui sont pas réceptifs. Je veux juste acheter des gens qui sont réceptifs en ce moment. Puis c'est ça un petit peu l'innovation, je dirais, au-delà de mesurer le contexte humain puis de lui donner un score, c'est notre capacité de prendre cette décision-là avant que la pub soit vendue et non juste en mode reporting une fois que la publicité a été vendue. Effectivement, puis j'ajouterais, au niveau de la viewability, j'ai toujours été un ardent défenseur dans les premières années de cette technologie-là parce qu'il n'y avait rien d'autre, mais je trouve malheureusement que les standards qui sont émis par la MRC aux États-Unis sont insuffisants. Donc,
qu'est-ce que ça veut dire 1 seconde et 50% des pixels pour un annonceur réellement? Est-ce que réellement l'attention, la réceptivité de l'individu était là face à la publicité ou simplement des pixels ont été déposés sur l'écran dans le viewport et ça fonctionne? Donc, je pense que le mélange des deux est très intéressant. Ça vient vraiment donner, OK, oui, la publicité était viewable selon des pre-bids, selon les impressions programmatiques qui ont été livrées chez l'éditeur, mais en plus, il y avait la réceptivité. Assurément, je suis bien curieux de voir à quel point les annonceurs vont pouvoir bénéficier de mélanger ces deux choses-là ensemble dans leur performance publicitaire. Puis ça va être fait au courant des prochaines semaines et des prochains mois pour les annonceurs qui démarrent ça avec nous chez Québécois. Puis, tu sais, la viewability, ce que j'aime, tu sais, effectivement, c'est un signal important de voir si la publicité est dans l'écran. La limitation au niveau du mobile, par exemple, c'est que plus le format est petit, plus il va scorer haut en viewability. Mais ça veut pas dire qu'il y a eu une grosse attention parce que ça a créé une espèce d'effet que les gens ont rapetissé certains des formats pour augmenter des taux de viewability. Mais c'est là que ça devient un peu malsain des fois de courir après un score à tout prix parce que ça vient ouvert à avoir un peu de manipulation. Tandis que ça, ben, dans notre cas de notre technologie, une chose que j'aime, c'est qu'on ne peut pas on peut pas injecter de la donnée de senseur dans une impression. Versus un GPS data, des fois, par exemple, pour des gens qui sont plus malicieux, pourraient injecter une position GPS. Dans notre cas, si les senseurs sont pas en train de fonctionner sur le téléphone, il n'y a pas moyen de manipuler ça. Fait que ça donne une source quand même très fiable d'informations qui est contrôlée par le publisher puis qui est rendue disponible aussi pour l'annonceur de façon transparente. Ouais, puis tu as parlé aussi plusieurs fois de robots puis de fraude, parce que ça, c'est les robots, c'est la fraude publicitaire aussi, ça existe depuis la nuit des temps dans le numérique. Là, il y a des click farms qui existent, c'est des téléphones déposés sur des bibliothèques. Les gens, tout ce qu'ils font, c'est cliquer sur des bannières puis créer du faux trafic, créer des fausses métriques publicitaires. Est-ce que tu entrevois dans le futur une solution dans ton entreprise qui irait dans le sens d'une détection de anti-fraude, par exemple, contre des robots? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez pour le futur? Bien, quand on va commencer à travailler plus avec ce que je dirais là, les gros partenaires technologiques, là, les grands SSP puis DSP de ce monde, je pense qu'il y a définitivement une réflexion à avoir pour être capable d'évaluer en masse la qualité, par exemple, ou le potentiel de fraude sur une masse totale de trafic. Fait que je nommerai pas un site, mais il y a un site qui existe au Canada d'annonces classées. Il y en a quelques-uns, fait que j'ai pas besoin de le nommer. Et on a analysé ce site-là beaucoup en détail parce qu'il revient souvent dans les achats de nos annonceurs. Et on se rend compte que le score de réceptivité moyen, il est à peu près la moitié de ce qu'on se serait attendu pour une qualité de site comme ça. Ça n'a rien à voir avec la qualité du site. Le site a des bonnes informations, il est bien construit, mais nous, on se doute qu'il y a une grande partie de ces clics-là ou de ces visites-là qui sont des visites artificielles. Alors, ben, cet outil-là, effectivement, à moyen terme, pourrait être utilisé pour dire, ce site-là, il y a quelque chose de louche dedans. La qualité de réceptivité, elle est beaucoup trop basse en moyenne. Par exemple, on a identifié une cohorte de 40% du trafic, qu'il n'y a aucun des senseurs qui roule. Donc, il y a quelque chose qui est émulé à quelque part. Fait que oui, c'est des choses assez intéressantes, tu sais, qu'on va vouloir travailler dans les prochains mois, mais ça va se faire plus, je pense, dans les endroits où est-ce qu'il y a énormément de volume qui se passe, là, dans les exchanges, les DSP, les SSP, parce que au niveau publisher, un par un, même si, par exemple, je fournissais cette information-là à Québécois, c'est très difficile pour vous de prendre action pour bloquer, par exemple, certains mauvais partenaires. Ça se fait plus des fois au niveau technologique. Fait que c'est quelque chose à réfléchir, je dirais, le plus pour l'année prochaine. Super, merci. Écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter dans le cadre du produit ou de ce qui a été lancé récemment. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. J'aimerais peut-être juste te laisser peut-être le mot de la fin en te demandant si tu avais peut-être un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer en technologie. Tu en as parlé un peu tantôt, des challenges qui sont là, puis d'un peu de ta peur que tu as de l'étouffement de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là qui malheureusement semble manquer de support. C'est quel genre de conseil que tu offrirais à ces entrepreneurs-là? Ben, je dirais, si vous en êtes à, mettons, votre première entreprise étant, là, peu importe l'âge que vous avez, là, mais tu sais, disons que vous êtes relativement jeune selon la question, mais disons en bas de 30 ans pour faire un trait,
c'est sûr que moi, je vous conseille de trouver un endroit où est-ce que vous allez pouvoir aller apprendre énormément, de type Tandem Launch, peut-être être le partenaire qui travaillerait avec le PhD pendant 1 an et demi, puis découvrir un peu comment ça fonctionne. Je pense que de lancer un produit technologique soi-même, avec de l'argent un peu levé avec de la famille à gauche à droite, c'est très difficile. J'ai lancé ma compagnie de service avec 5 000 $ d'investissement, mais tu sais, Contextful va avoir dépensé probablement 3 millions de dollars avant de générer son premier dollar de rendement. Fait que mon conseil, je dirais, pour les jeunes entrepreneurs, c'est d'expérimenter ça à l'intérieur peut-être d'un incubateur, d'un accélérateur, puis d'aller chercher beaucoup de ressources technologiques pour s'aider. Pour ceux qui ont déjà eu un succès ou qui ont déjà eu des entreprises, que ce soit du service ou un produit à plus petite échelle, je pense que la partie incubateur peut être très intéressante. Puis aussi, peut-être pas dans le même contexte, peut-être dans une position plus de CEO que dans une position d'entrepreneur en résidence qui devient un des C-level. Mais tu sais, je pense que c'est une réalité, là. Vous devez vous encadrer du système qui existe au Québec d'accélérateur, d'incubateur. Je pense que c'est le chemin le plus rapide. Je pense pas que j'aurais été capable de faire ce qu'on a fait là il y a 10-15 ans avec l'expérience que j'avais. C'est très, ça demande beaucoup de capitaux, ça demande beaucoup d'encadrement. Fait que ce serait mon conseil par rapport à ça. Excellent. Donc, Guillaume Bouchard, président de la direction chez Contextful, merci beaucoup d'avoir prêté au jeu de faire notre première balado chez Québecor ID. On a bien hâte de pouvoir grandir et d'avoir collaboré à ce que ton entreprise grandisse au niveau, je crois, international, vu l'ampleur de cette technologie-là. Donc, merci encore et puis à bientôt. Merci, le plaisir était le même.